Je te remercie. Eh ben, bonjour à tous. Alors, avant d'attaquer, il faut absolument que je profite de cette belle salle pour prendre une photo. C'est tout bon. Donc, moi, je m'appelle Thomas. Donc, rapidement, j'ai commencé mon parcours dans la tech dans le domaine du HPC, pour High Performance Computing, où mon rôle, c'était de déployer et maintenir des clusters de calcul de plusieurs milliers de serveurs Linux. Donc, c'était un domaine vraiment incroyable, génial, où on apprend énormément de choses, surtout sur l'automatisation. Mais il y a des mots-clés qui ont commencé à apparaître, des buzzwords qui ont commencé à m'attirer, DevOps, Cloud, qui n'étaient pas forcément compatibles à ce moment-là avec le HPC. Et donc, au bout de quelques années, j'ai cédé et j'ai changé de domaine. Et j'ai décidé en fait de réutiliser tout ce que j'avais appris côté automatisation, mais pour le porter dans le monde du développement, dans le cycle de vie de développement. Et c'est en suivant ce parcours qu'en janvier 2020, avec un ami qui s'appelle Aurélien, on a créé R2DevOps, avec comme moteur en fait la simplification de la vie des développeurs pour simplifier les workflows de développement et les automatiser. Et aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, c'est à travers ce parcours, une expérience client qui retrace vraiment toutes les galères qu'on a eues pour implémenter ce qu'on appelle de la CI/CD. Donc, je vais commencer par vous donner le contexte de ce premier client. Donc, c'était un client qui avait... c'est un gros client, une centaine de développeurs, plusieurs centaines de repos sur un GitLab. Et d'ailleurs, j'en profite que vous soyez tous là pour faire un petit sondage, je le fais à chaque fois pendant mes talks. Qui parmi vous, dans son contexte professionnel, travaille plutôt principalement sur GitLab, à main levée? Ok, une bonne partie. GitHub? Ah, moins que d'habitude, d'accord. Bitbucket? Ok. Et autres? D'accord. Il y a plus de autres que d'habitude. Par contre, comme d'habitude, c'est GitLab qui a la grande majorité. Donc ce client était sur GitLab. Et donc en fait, il nous dit il y a une équipe projet en particulier qui travaille sur un projet où ça se passe vraiment mal. À chaque fois qu'on sort une nouvelle release, c'est une énorme galère. Et cette équipe était dans un contexte que vous avez peut-être connu et que vous connaissez peut-être toujours, où on fait tout à la main. Et donc à chaque fois qu'on fait une nouvelle release, il faut faire toutes ces étapes. Donc ce n'est pas une liste exhaustive, hein, mais il faut s'assurer de faire la gestion des dépendances, lancer ses tests unitaires, lancer les tests d'intégration, des tests end-to-end, de sécurité, créer une release note à la main, faire un tag sur Git, packager, compiler son application, builder de la documentation, déployer sur les différents environnements, et tout ça à la main. Et tout ça, moi personnellement, je veux bien le faire une fois pour savoir comment ça marche, mais j'ai vraiment pas envie de me taper ça régulièrement. J'ai pas envie de le faire plus d'une fois. Donc c'était clairement une mauvaise expérience pour les équipes. C'est super chronophage à faire. Ça prend des heures quand ça se passe bien. C'est répétitif. À chaque fois, il faut refaire la même chose. Ça nécessite des environnements spécifiques. Et pour pouvoir lancer tout ça sur un poste de travail, et qui pour le coup, ces environnements n'étaient pas du tout... la configuration de ces environnements n'était pas du tout automatisée. Donc c'était vraiment les membres de l'équipe qui devaient avoir sur leur poste tous les outils nécessaires à exécuter ces tâches. Ça demande des compétences sur un très large scope, et côté compétences de développeur et côté compétences Ops. Il y a un gros risque d'erreur humaine aussi, parce qu'on déroule une procédure, je pense que vous savez ce que c'est, on peut tout moment faire une faute de copier-coller, oublier une étape, et puis c'est pas scalable. On le fait manuellement pour un projet, déjà c'est très relou. Si on doit le faire pour des dizaines de projets, ça devient vite un enfer. Donc l'expérience était clairement pas bonne, et pour ce projet, on a mis en place plusieurs choses, mais aujourd'hui on va parler spécifiquement de ce qu'on appelle la CI/CD. Et la CI/CD, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros automatiser toutes les tâches que je vous ai listées juste avant, toutes les tâches manuelles qui viennent autour du développement et qu'on n'a pas envie de faire manuellement. Donc c'est en deux parties. Donc la CI, c'est pour Continuous Integration,
Et on va automatiser tout ce qui relève des tests du code, du build, de la compilation, des tests de qualité. Donc là, j'ai mis l'int, par exemple. Et une fois que cette CI est terminée, que notre code est intégré, qu'on a produit des artefacts en sortie de cette CI, on fait ce qu'on appelle du continuous deployment. Donc, on prend ces artefacts et on les pousse sur des registries ou même on les deploy sur les serveurs. Et tout ça, on le fait en continu parce que maintenant que c'est automatique, on peut se permettre de le faire dès qu'il y a du nouveau code qui arrive. À chaque push de développeur, on va pouvoir lancer toute cette chaîne d'intégration et, selon les cas, aller jusqu'au déploiement. Donc on va rentrer un peu plus dans le concret sur ce que c'est un pipeline de CI/CD. Donc ici, vous avez un screenshot d'un pipeline assez simple sur GitLab. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer ce pipeline ensemble en live. Donc avant de le créer, je vais un peu plus vous le décrire. Ce pipeline, on voit qu'il est en 3 étapes. Sur GitLab, ces étapes s'appellent des stages. Donc le pipeline, il s'exécute de gauche à droite. Et donc tout à gauche, on a un stage qui s'appelle build. Ensuite, on a un stage test, ensuite deploy. Et au sein de ces stages, on a ce qu'on appelle des jobs. Donc par exemple, dans le stage build, on a Docker build, mkdoc. Les stages se lancent de façon séquentielle. Donc d'abord, le stage build se lance. Au sein du stage build, tous les jobs se lancent en parallèle, en même temps. Docker build, mkdoc. Si les deux se terminent correctement, on passe au stage suivant, test. Tous les jobs de test se lancent et ainsi de suite. Quand je dis il se termine correctement, c'est un point important parce que si un job à un moment fail, donc là, sur cet exemple, on n'en a pas, mais s'il fail, vous avez une croix rouge, et donc là, ça s'arrête. En fait, le stage suivant n'est pas exécuté. Le pipeline s'arrête. Et donc ce pipeline, on va commencer à le créer ensemble. Donc pour ça, j'ai un projet de démo qui alors, j'ai pas pu vous mettre le projet du client pour lequel on a commencé à créer la CI/CD, mais c'est un projet de démo pour le talk. C'est un projet, c'est vraiment un Hello World. C'est du Node, enfin du JavaScript qui tourne sur une API Node qui renvoie Hello World. On a dans ce repo un Dockerfile pour builder une image Docker. On a également de la documentation et une configuration mkdoc. Mkdoc, c'est un outil qui prend du Markdown et qui en fait une documentation HTML. Et donc pour ce projet, on va aller dans mon terminal. Est-ce qu'au niveau taille, on est bon? Est-ce que vous arrivez facilement à lire le prompt codeur en scène? Ouais, c'est bon? OK. Donc, quand on est sur GitLab, pour commencer à créer une configuration CI/CD, on va dans son repo Git. Donc ici, j'y suis. Et on crée un fichier qui s'appelle .gitlab-ci.yml. Donc c'est un fichier YAML. Et là, à l'intérieur de ce fichier, en fait, ce qu'on fait quand on ne sait pas faire de la CI/CD sur GitLab, on va sur la documentation GitLab. Il y a cette page de documentation qui a la référence de tous les mots-clés. Elle est essentielle si vous voulez commencer à faire de la CI/CD GitLab. Et il y a énormément de mots-clés et de documentation sur comment créer le type de pipeline que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, l'expérience, quand on ne sait pas faire de la CI/CD, on va sur cette page, on essaie d'apprendre comment ça marche et on commence à écrire son pipeline. La première chose à faire quand on écrit un pipeline, c'est définir une liste de stages. Je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le pipeline, il y avait 3 stages, build, test, deploy. Donc ici, pour la démo, je vais créer un seul stage qui s'appelle build. Ici, je l'appelle build, la liste de stages, vous pouvez les appeler absolument comme vous voulez, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Ensuite, on va commencer à écrire nos jobs. Donc les jobs, on a vu, c'est vraiment les modules, les éléments qui étaient au sein des stages, et c'est vraiment ça qui va exécuter quelque chose. Et donc ici, mon job, je vais l'appeler mkdoc. Voilà, pour le job qu'on va faire ensemble là en live, on va faire un job mkdoc qui utilise cet outil open source pour prendre des sources en Markdown et builder du HTML pour faire une jolie documentation. Donc maintenant que j'ai écrit mkdoc, j'aurais pu le nommer comme je voulais, le job. Maintenant que j'ai écrit ce job, je vais le définir à l'aide de mots-clés qui sont dispo dans GitLab CI. Donc le premier mot-clé, c'est stage. En fait, je spécifie au sein de quel stage ce job va se lancer. Donc là, c'est build. De toute façon, j'en ai qu'un seul. Et la deuxième étape, c'est de définir une image. Donc
Il y a plusieurs moyens de lancer de la CI/CD, plusieurs types d'environnements, mais là on va se concentrer sur, aujourd'hui ce que je vais vous présenter, c'est la manière la plus simple et la plus répandue qu'il y a de le faire aujourd'hui, c'est de lancer les jobs dans des instances de containers, enfin dans des containers. Et donc pour lancer le job dans un container, il faut que j'aille trouver une image qui contienne l'environnement qui va bien et qui inclut l'outil mkdoc. Et pour ça, quand je fais pour la première fois de la CI/CD, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le Docker Hub. Donc je vais sur Docker Hub, je tape mkdoc, et je vois que j'ai une image qui a l'air pas mal. Donc je copie son nom, et j'ai juste dans GitLab à spécifier le nom ici. Donc si je ne spécifie pas le registry, par défaut, il va aller chercher sur Docker Hub. Et là, je peux spécifier ou pas une version. Bon, moi, je vais spécifier un tag, je vais mettre latest. Et donc, une fois que j'ai mon image comme ça, en fait, GitLab, le serveur d'exécution qui va lancer mon job, qui s'appelle un GitLab Runner d'ailleurs, il va instancier ce container. Et maintenant que le container est instancié pour lancer le job, il faut que j'ajoute la partie la plus importante du job, qui est le script. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va exécuter concrètement. Et donc là, dans cette partie script, je vais écrire des commandes shell. Donc GitLab instancie le container, il clone mon repository à l'intérieur. Donc dans le file system de mon container, je vais avoir mon repo Git. Et là, je peux exécuter les commandes que je veux. Bon, pareil, si je repars du postulat que c'est la première fois que je fais de la CI/CD, pour savoir comment ça marche, il faut que j'aille sur la doc de mkdoc pour savoir comment lancer un build, comment builder ma conf. En l'occurrence, j'ai juste à lancer mkdoc build. Donc mkdoc build, il prend mon fichier de configuration mkdoc qui est dans mon repo, il prend mes sources Markdown, il build du HTML dans un répertoire qui s'appelle site. Là, on pourrait penser à ce moment-là que notre job est terminé, ça va builder, ça va faire ce qu'on veut. Sauf qu'il manque quelque chose, parce que par défaut, GitLab, quand un job s'exécute sur un runner, il récupère deux choses, le serveur GitLab. Il y a deux choses qui sont gardées de façon pérenne, c'est les logs du job, c'est le log d'exécution, ce qui s'est passé, et son statut. Est-ce que le job s'est bien terminé ou pas? Et après, tout le reste, tout le file system qui est contenu dans le container est supprimé. Sauf que nous, là, on vient de builder quelque chose, il faut qu'on le garde. On ne veut pas que ce soit perdu. Et donc, pour ça, on peut le spécifier à GitLab avec le mot-clé artifact. Artifact passe, et ensuite, je spécifie les chemins vers tous les répertoires ou les fichiers qui doivent être conservés. Donc ici, on vient de créer un répertoire qui s'appelle site. Donc je dis à GitLab, garde-moi ce répertoire, ne supprime pas son contenu parce que c'est le résultat de mon job. Donc là, on a un job qui est pas mal. Donc je vais faire un commit push. OK, donc j'ai pushé ça. Maintenant ici, si je reviens dans GitLab, donc je vais dans la partie pipeline. Moi, je triche, je l'ai en raccourci, mais si vous voulez le trouver, c'est dans build pipeline. Et ici, en haut, je vois le dernier pipeline qui contient bien un stage, comme ce qu'on a configuré, avec un job à l'intérieur, mkdoc, qui est en cours. Et donc, ce qu'on voit, c'est les logs de ce job. Donc, il est bien allé chercher l'image Docker qu'on a trouvée sur le Docker Hub. Il a bien lancé mkdoc build. On voit les logs d'exécution en dessous. Et le job est succeed. Donc, c'est top, c'est ce qu'on voulait. Je peux aller dans la partie artifact sur la droite. Là, j'ai cliqué sur browse et on retrouve bien notre répertoire site. Et dans le répertoire site, j'ai bien mon index.html qui contient la doc que je voulais. Donc là, c'est top. On a un premier job. On a vu je vous ai montré les mots-clés essentiels pour commencer à écrire des jobs et commencer à faire de la conf pipeline pour GitLab.
on va pas faire tout un pipeline complet en direct ensemble. Malheureusement, on n'a pas le temps pour ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un fichier avec un pipeline qui représente plus un pipeline de la vraie vie. Et je vais tout de suite le pusher, et ensuite on ira regarder son contenu ensemble. Ah oui, il manque un i, effectivement. Ok. Donc je l'ai pushé. On va voir d'abord à quoi il ressemble visuellement. Il n'est pas encore parti. J'espère que GitLab aujourd'hui n'est pas un peu plus lent que d'habitude. Non, ça va. Ok, il est parti. Donc, on voit tout de suite que c'est... il n'a pas la même tête que notre pipeline avec un seul stage qui était assez facile. Là, on rentre sur quelque chose d'un peu plus complexe avec plus de stages, plusieurs stages de déploiement sur plusieurs environnements. Et si on va regarder sa configuration, on ne va pas tout regarder dans le détail, parce que ça fait beaucoup, mais l'idée ici, c'est de vous montrer que toute cette conf, il y en a beaucoup. On a en tout plus de 500 lignes de configuration, et que c'est pas super accessible. On n'a pas vraiment envie de mettre les mains dedans. Moi, personnellement, si j'arrive sur un pipeline comme ça, si c'est moi qui l'ai écrit, bon, à la limite, je peux mettre les mains dedans, mais si c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est quand même une horreur à comprendre et à maintenir. Donc en tout, on a 512 lignes. Et donc c'est ce type de pipeline, c'est exactement ce type de configuration qu'on a mis en place pour notre client. Le client dont je vous parlais, le contexte au début, sur son projet. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a fait un constat. On s'est dit, OK, on a mis en place le pipeline pour ce client, ça fonctionne, ça automatise ce qu'on voulait, mais finalement, comme on a vu dans le pipeline que je vous ai montré, quand on a 500 lignes de YAML, pas commentées, pas structurées, on se pose un peu des questions sur est-ce que finalement il n'y a pas un problème? Est-ce que c'est maintenable? Est-ce que c'est quelque chose de pérenne? Donc on a fait un constat. On s'est dit, OK, on a un pipeline qui automatise les tâches, mais quels efforts on a dû mettre en place pour le construire, ce pipeline? D'abord, il y a l'apprentissage de la syntaxe. Là, on a parlé de GitLab CI, il y a plein de plateformes CI/CD. Il y a GitHub Action, enfin les principales, GitHub Action, CircleCI, Jenkins, Tekton, il y en a tout un tas. Il y a des concepts assez similaires à chaque fois, plus ou moins, mais à chaque fois, il y a des syntaxes différentes. Donc, quand vous commencez à faire de la CI/CD, il faut apprendre cette syntaxe. Ensuite, il faut identifier les outils à lancer dans la CI/CD. Là, c'était un cas assez simple, on lançait mkdoc, mais toutes ces tâches manuelles qu'on a identifiées au début, qu'il faut venir automatiser, il faut trouver en face un outil qui permet de les exécuter. Ensuite, il faut trouver les images qui intègrent ces outils. Donc là, quand on a créé le pipeline ensemble, assez naïvement, je suis allé sur le Docker Hub, j'ai pris la première image qui passe, mais finalement, quand on prend du recul sur le truc, on prend une image qu'on a pris un peu au hasard sur Docker Hub, qui est de la communauté, qui n'est pas forcément officielle, et qui vient s'exécuter au cœur de notre supply chain. Donc qui vient s'exécuter dans notre GitLab, qui a accès à notre code, qui peut modifier notre code s'il y a du code malveillant dans l'image, qui peut accéder potentiellement à nos secrets, à nos variables de déploiement. Donc ça représente une surface d'attaque assez énorme. Donc cette sélection des images, c'est vraiment quelque chose de critique, de s'assurer d'avoir des images saines. Et bien souvent, ce qui se passe dans les entreprises, c'est que ces images, on ne peut pas se permettre d'aller chercher comme ça des images publiques sur Internet. Donc on doit les créer nous-mêmes et les maintenir nous-mêmes. Donc ça demande encore un effort en plus sur la création d'un pipeline. Ensuite, il y a la partie test des jobs. Si certains d'entre vous ont déjà fait du GitLab CI, je pense que vous avez dû faire pas mal de cauchemars de pages remplies de dizaines et dizaines de commits avec des pipelines rouges sur des dizaines de pages. C'est super long de tester un pipeline. Il n'y a pas encore de solution super efficace pour tester un pipeline en local avant de le lancer sur la plateforme. Donc ça aussi, c'est une étape super chronophage. Ça demande beaucoup d'efforts. Et le dernier point, c'est le formatage des résultats. L'idée du pipeline,
c'est que ça donne un feedback aux développeurs. Par exemple, sur la partie test, on va lancer des tests unitaires ou des tests de sécurité. On veut pouvoir donner l'information tout de suite aux développeurs de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va pas bien. Enfin, quand ça va bien, en général, le développeur ne cherche pas à comprendre. Enfin, il n'y a pas besoin de chercher à comprendre, mais quand ça ne se passe pas bien, on veut tout de suite voir le problème. Et le formatage de ces résultats, on l'a vu dans les logs, c'est pas super idéal. D'aller voir des logs, c'est pas très clair. Et donc, il faut pouvoir intégrer ces résultats dans la plateforme de développement, là en l'occurrence dans GitLab. Et pour faire ça, il faut convertir les sorties des jobs dans des formats que GitLab connaît pour intégrer dans l'interface pour que le développeur voit tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas. Donc là, on parle de la création d'un pipeline pour un projet et on a vu que ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Et les résultats, finalement, on a nos tâches automatisées. Ça, c'est le positif. Par contre, on se rend compte qu'on a créé 3 problèmes. D'abord, on a introduit un SPOF, parce que ce pipeline il devient complètement critique pour l'équipe. Si demain le pipeline arrête de fonctionner, l'équipe peut plus produire, peut produire du code, mais peut plus s'assurer que son code est sain, peut plus déployer, peut plus merger, donc on peut plus rien faire. On a introduit aussi un risque parce que la maintenance est super complexe. Par exemple, typiquement, ce pipeline, quand on l'a mis en place chez notre client, on l'a formé sur comment le maintenir. Mais le problème des pipelines, c'est que souvent, tout le monde s'en fout, tant que ça marche, jusqu'au jour où ça s'arrête de marcher, et là, plus personne est capable de le maintenir. Donc, on vient mettre chez le client quelque chose qui devient critique pour lui, vital, et il n'est pas capable de le maintenir. Donc, on se dit, OK, là il y a quand même un gros souci. Enfin, 2 gros soucis en l'occurrence. Et en plus, j'en parlais tout à l'heure sur la section des images, on rajoute une surface d'attaque pour notre client. Donc, sa supply chain, elle devient, comme on automatise plein de choses à l'intérieur, forcément, elle devient sensible aux attaques. Et les attaques de supply chain, ça peut avoir un effet assez énorme. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment dans l'actualité l'histoire de SolarWinds, ce genre de choses où leur supply chain a été attaquée et les impacts sont vraiment, vraiment énormes. Donc, on a fait ce constat sur lequel on était assez mitigé. On s'est dit qu'il y avait un souci. Et juste après avoir fait ce constat, entre nous, le client était quand même satisfait de l'automatisation. Il voyait que ça se passait mieux dans l'équipe. On avait amélioré l'expérience. Et il nous a dit, super, moi maintenant j'ai une centaine de projets, et j'ai envie que tout soit automatisé, j'ai envie d'avoir cette automatisation dans ma centaine de projets. Et là, c'est vraiment là où ça a commencé à partir dans tous les sens, parce qu'il y a plein d'équipes projets différentes qui ont commencé à vouloir créer de la CI/CD pour leur projet. Donc, tous les efforts qu'on avait mis en place, ça s'est retrouvé multiplié par 100 dans chaque équipe. Les risques, ils se retrouvent, les problèmes, donc le fait que ce soit un SPOF, le fait qu'il y ait un risque et que la maintenance soit impossible, pareil, ça se retrouve multiplié par 100 à l'échelle de l'organisation. Donc, c'est devenu un véritable enfer. Chacun mettait la main dans des configurations CI/CD, il n'y avait aucun standard, aucune norme, pas de documentation. Et en plus, à chaque fois que les pipelines une première version était terminée, ça avait besoin d'évoluer parce qu'on a besoin de rajouter de nouvelles étapes, ce genre de choses. Donc 2 nouvelles personnes venaient mettre les mains dedans pour faire évoluer les pipelines. Donc on se retrouve au bout du compte avec quelque chose de ultra hétérogène. Et par exemple, à un moment, ce client a voulu commencer à packager certains de ses services dans des images Docker. Et donc, il y a certaines équipes qui ont commencé à bosser sur le fait d'ajouter un job pour builder une image Docker dans leur projet. Et on s'est retrouvé, à la toute fin, quand on a fait un statut, on s'est retrouvé avec une dizaine de projets qui avaient des jobs qui avaient exactement le même objectif, c'est-à-dire builder une image Docker, publier dans The Registry, qui étaient tous complètement différents. Ils utilisaient des outils différents, Canico, Docker in Docker, dans des versions différentes. Ils avaient des structures différentes. Vraiment, on avait des projets qui avaient 10 fois réinventé la roue pour faire la même chose. Il y a un autre exemple, c'est un projet qui avait créé un pipeline assez complexe, assez spécifique pour son cas d'usage. Quelqu'un au sein de cette équipe qui l'avait créé. Et cette personne, au bout de quelques semaines après, est partie de la société. Et encore quelques semaines après, le pipeline s'est arrêté de fonctionner. Et là, personne dans son équipe a été capable de comprendre le pipeline, de le corriger. Et donc, la solution qu'ils ont eue, c'est ils ont tout supprimé, ils ont tout recommencé. Donc,
encore une fois, c'est dommage d'avoir mobilisé tous ces efforts pour avoir quelque chose d'immaintenable et qu'on a dû supprimer à la fin. Et alors là, après toutes ces péripéties, la cerise sur le gâteau, c'est le client qui nous a dit OK, je vois que ça commence à tout s'automatise dans beaucoup de mes projets, enfin dans tous mes projets, ça commence à se mettre en place, mais j'ai l'impression qu'il manque des choses à certains endroits, enfin j'ai pas de visibilité sur ce qui se passe. Et donc ce que je veux maintenant, c'est un audit de tous les pipelines CI/CD de tous mes projets. Et l'expérience pour moi, en tant que personne qui devait venir auditer tout ça, c'est concrètement, sur GitLab aujourd'hui, je vais vous montrer, l'expérience pour venir auditer les pipelines CI/CD des projets, c'est je vais dans le projet, j'ouvre le fichier CI, et je dois me taper tout le YAML pour comprendre ce qu'il y a dedans, l'interpréter. Et ça pour chaque projet. Et donc je devais faire ça, sachant que le CI/CD des projets, une fois que je les avais audités comme ça, pouvait continuer à évoluer. Donc, déjà, suite à la création du pipeline pour un projet, on s'est dit qu'il y avait un souci. Mais quand on a vu à l'échelle sur toute l'entreprise, on s'est dit là, il y a vraiment un souci énorme. Et donc on s'est dit, OK, l'expérience est meilleure pour les équipes, mais elle reste super mauvaise à l'échelle. On voit que les pipelines, c'est super chronophage à la création. C'est très complexe à maintenir. Ça reste un sujet pour les équipes. C'est pas quelque chose qui les aide. C'est pas une aide, c'est une galère. Et ça reste une galère. Ça représente une grande surface d'attaque pour les entreprises, comme on l'a dit, hein, une grande surface de supply chain attack, et il n'y a aucune visibilité sur ce qui est fait. C'est des bouts de conf dans des projets, et il n'y a pas moyen d'avoir une vue globale. Et du coup, j'en profite toujours que je suis là pour faire un autre sondage. Aujourd'hui, parmi vous, qui dans ces projets met systématiquement en place de la CI/CD? Ok, ça fait une belle partie. Et parmi vous, qui trouve que la CI/CD, qui a un bon rapport à la CI/CD? Pour qui c'est une bonne expérience, la CI/CD? Ah, c'est bien, je m'attendais à moi. Et qui trouve que finalement, ça lui cause plus de problèmes que ce que ça apporte de solutions? Ok, personne. C'est top, c'est que la CI/CD est bien configurée chez vous. Et donc, suite à ce constat, ce qu'on s'est dit, c'est en fait, il y a toujours un problème avec la CI/CD. Aujourd'hui, c'est fait vraiment de façon artisanale. Donc, des fois, de l'artisanat de luxe, du très bon artisanat, mais c'est toujours très complexe à mettre en place, c'est peu évolutif, et il y a des choses à améliorer. Surtout à l'échelle d'une entreprise. Et c'est toujours pas, en fait, à l'échelle de l'entreprise, c'est toujours pas l'expérience qu'on voulait promettre aux développeurs, c'est-à-dire avoir vraiment quelque chose, enfin aux développeurs et aux équipes projets en général, c'est-à-dire avoir quelque chose qui vient et qui est là pour les aider, et qui est facile à comprendre, et qui évolue facilement avec leurs besoins. Et donc on a pas mal réfléchi à la question, on a essayé de repenser cette expérience avec des clients, en interne, avec d'autres personnes du monde de la CI/CD. Et on s'est dit, OK, on va identifier des points clés, parce que finalement, la CI/CD, ça reste très artisanal, mais alors que quand on fait du code, aujourd'hui, on a industrialisé tout ce qu'on fait en code, on sait l'industrialiser. Donc on va essayer d'appliquer les mêmes points clés qu'on utilise pour industrialiser le code, mais pour la CI/CD. Et donc ces points clés, c'est déjà de s'assurer que la CI/CD qu'on produit, qu'elle soit réutilisable. C'est la base, c'est le premier truc à mettre en place. Parce qu'on voit que honnêtement, 80% de ce qu'on mettait en place en termes de CI/CD pour des projets avec les mêmes technos, c'est la même chose. C'est je teste, je build, je déploie pour caricaturer, mais c'est vraiment à 80% c'est la même chose. Et c'est super dommage, ces 80%, de les perdre et de réinventer la roue. Concrètement, comment ça se fait, la réutilisabilité? Chaque plateforme de CI a des options pour faire ça. Sur GitLab, c'est tout bêtement un mot-clé include qui vous permet de venir chercher, dans votre pipeline CI/CD, de venir chercher une configuration externe qui vient ou via HTTP ou qui vient d'un autre projet. Donc le deuxième point, c'est la modularité. Donc réutiliser, c'est bien, mais il faut être en mesure d'optimiser ce qu'on réutilise. Si par exemple j'ai un pipeline qui permet de faire
pour un projet Go qui permet de lancer des tests Go, builder Go, faire du lint Go, pardon, builder Go et déployer mon binaire sur un registry. Si je décide de réutiliser ça, ça va marcher que pour un petit ensemble de projets. Alors que si je découpe ça en plein d'étapes modulaires, vraiment en job, là je vais pouvoir le réutiliser je vais pouvoir utiliser chacune de ces briques dans beaucoup plus de types de projets. Et pour que ce soit efficacement modulaire, il faut que nos templates qu'on vient créer, nos templates réutilisables, il faut qu'ils puissent prendre des choses en entrée et produire des choses en sortie pour pouvoir communiquer entre eux. Ben, par exemple, tout à l'heure, le job mkdoc qu'on a créé ensemble, en sortie, il produit de la documentation HTML, et il faut qu'un autre job puisse venir le prendre en entrée pour déployer ça sur un serveur. Par exemple, un job GitLab Pages qui déploie sur un serveur GitLab Pages. Et donc ça, cette modularité, on s'appuie pareil sur les technos qui sont fournis par les moteurs de CI/CD. Donc GitLab, Artifact pour produire des choses en sortie. Et en entrée pour les jobs, on peut prendre les artefacts des jobs précédents, et on peut aussi prendre des variables. Donc l'idée là, c'est qu'on a des templates réutilisables, modulaires, et il faut aussi qu'on ajoute une couche de standardisation au-dessus. Parce que pour pouvoir les réutiliser efficacement, on veut toujours fournir une bonne expérience. Et donc, ces templates, s'ils ne sont pas standards, ça va être super difficile pour les personnes qui les créent, de savoir comment les créer. Il y a plein de questions à se poser quand il n'y a pas de standard, de comment je documente le tout, comment je gère le versionning, comment je structure mon template. Donc l'idée, c'est vraiment de venir mettre un standard pour qu'il n'y ait plus ces questions et qu'on puisse gommer toutes ces questions parasites et aller à l'essentiel. Je sais que mon template, il doit avoir telle structure, la documentation là, le versionning comme ça. Et ça va beaucoup plus vite pour créer un template. Pareil pour l'utiliser, pour comprendre un template. Quand il y a un standard et qu'on connaît le standard, on comprend tout de suite ce qu'il fait, le template de CI/CD. Quand il n'y a pas le standard, on prend encore du temps pour l'interpréter et savoir ce qui se passe. Pareil pour les best practices, l'idée c'est que ce standard, il implémente par défaut des best practices et qu'on n'ait pas à se poser des questions. Donc ensuite, on a un autre point clé, forcément, qui est la documentation, que tous ces templates de CI/CD... D'ailleurs, j'ai une autre question pour vous. Pour tous ceux qui ont de la CI/CD, si vous avez de la CI/CD dans vos projets, est-ce qu'aujourd'hui, elle est documentée de façon claire et à jour? Enfin, si oui, levez la main. Ok, bon, il y en a beaucoup moins que les personnes qui ont de la CI/CD, donc c'est cohérent avec ce que je vois. Ça ne me rassure pas, c'est dommage, mais c'est cohérent avec ce que je vois chez les clients. Donc l'idée, c'est justement de venir mettre en place de la documentation, une forme structurée de documentation pour chaque template de CI/CD. Cette documentation, elle est super importante parce que tout à l'heure, je parlais dans l'aspect modulaire et composable. On a besoin que nos templates ils prennent des choses en entrée, qu'ils soient capables de produire des choses en sortie. Ça, c'est super important que ce soit documenté pour pouvoir composer efficacement plusieurs templates. Ensuite, le versionning. On a dit tout à l'heure que ça devenait un gros SPOF, le pipeline CI/CD, dans les équipes projet, et que si le pipeline s'arrêtait de fonctionner, l'équipe ne pouvait plus faire grand-chose. Et du coup, si on réutilise des ressources qui ne sont pas versionnées dans un projet, si demain la ressource est modifiée à la source, ça peut casser le pipeline. Et ça, il faut surtout qu'on l'évite. Encore une fois, le pipeline il est vraiment là pour être au service des équipes de développement et pas pour du jour au lendemain casser pour aucune raison et les embêter. Donc tous ces templates, ils doivent être versionnés. Pareil, tout ce qu'on utilise dans les templates, par exemple, on a vu que tout à l'heure, on utilisait des images Docker pour instancier l'environnement de nos jobs. Ça, pareil, il faut que ce soit versionné en version fixe. On ne peut pas se permettre que, si dans mon template, j'utilise une version latest, on ne peut pas se permettre qu'une nouvelle version qui arrive sur cette image de container vienne casser un comportement, un fonctionnement qu'il y avait dans mon job. Donc il faut que le template soit versionné et que tout ce qu'il utilise, ce soit versionné aussi. L'autre point, c'est la centralisation. Tout à l'heure, quand je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui ne connaissait pas la CI/CD et quand on a créé le job mkdoc ensemble, j'avais aucun endroit sur le net où aller pour trouver des choses existantes. Enfin, en tout cas, aucun endroit bien identifié concrètement. Parce que
je pourrais aller sur Stack Overflow, je pourrais demander à ChatGPT, mais il n'y a pas vraiment d'endroit où j'ai des ressources réutilisables pour faire de la CI/CD sur GitLab. Sur GitHub, vous pouvez avoir la GitHub Marketplace, mais sur GitLab, aujourd'hui, il y a vraiment... Enfin, aujourd'hui, je vais vous montrer après qu'il y a peut-être quelque chose, mais en tout cas, il n'y a pas de place identifiée par GitLab. Et donc l'idée, c'est que moi, en tant que développeur, je veux, quand je dois créer un pipeline, que je ne me pose même pas de questions, je sais l'endroit où aller pour trouver des ressources. Comme le Docker Hub pour trouver une image ou ce genre de choses. Le point suivant, c'est la partie auditabilité. Là, c'est plus pour la partie à l'échelle de l'organisation, où on a vu tout à l'heure que mon client, et c'est légitime, à la fin, il disait OK, il y a de la CI/CD qui arrive partout, dans tous les sens dans mon organisation. Je veux savoir qu'est-ce qui est fait, où et comment. Et donc, on a vraiment identifié ça comme un des points clés pour avoir une vraie CI/CD industrialisée. Donc, tous ces points-là, je ne sais pas si vous, dans vos entreprises, vous avez déjà mis des choses en place pour pouvoir couvrir un ou plusieurs de ces points-là. Si c'est le cas, d'ailleurs, ça m'intéresse après la conf qu'on en discute plus en détail. Et nous, chez R2DevOps, on a implémenté ça. On a fait notre implémentation de ces points-là pour faire une CI/CD industrialisée. Et donc, ce qu'on a fait, c'est d'abord, on a créé une marketplace CI/CD open source pour GitLab, pour avoir vraiment une place centrale de référence pour venir chercher des ressources CI/CD GitLab. Donc ça existe depuis la marketplace, depuis bien 2 ans, au moins 2 ans. Donc c'est en ligne sur r2devops.io, on est partenaire GitLab. Et on a commencé à présenter cette marketplace open source dans des meet-up, dans des confs. Et on a vu que ça plaisait, que ça prenait, que les gens aimaient beaucoup l'initiative. Et donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire. On va aller plus loin juste une marketplace de ressources. On va créer une vraie plateforme pour les entreprises. Donc en fournissant une marketplace privée et inner source à l'échelle des entreprises, un éditeur de pipeline low-code pour venir rapidement créer des pipelines, et un dashboard CI/CD de l'organisation pour pouvoir voir ce qui se passe dans la CI/CD sur l'organisation. Donc cette implémentation qui est la nôtre, je vais rapidement vous montrer l'expérience que ça peut donner. Donc, je suis sur r2devops.io et donc là, je vais reprendre le même projet pour lequel on a créé notre CI/CD ensemble. Donc là, on voit tout le pipeline super complexe qu'on a créé ensemble à la main. Je vais tout supprimer. Et l'idée, c'est qu'à droite, j'ai une marketplace. J'ai une marketplace de ressources utilisables. Donc là, par exemple, je vais rechercher mkdoc. Et juste à cliquer pour venir inclure le template mkdoc dans mon pipeline. Donc j'ai mon pipeline qui se crée au-dessus. Ensuite, on a vu tout à l'heure qu'on voulait builder une image Docker, donc Docker build. Pourquoi pas Trivy Image pour venir scanner si mon image Docker n'a pas de CVE. Je peux rajouter aussi Pages pour déployer ma documentation que j'ai buildée avec mkdoc sur GitLab Pages. Et une fois que j'ai mon pipeline, ce que je peux faire, on parlait tout à l'heure de variables, enfin pas de variables, mais d'entrée et sortie des templates. Et tous ces templates, on peut les personnaliser via des variables. Et donc si j'ouvre par exemple la partie Docker Build, ici sur la droite, j'ai la documentation qui me décrit toutes les variables pour personnaliser le comportement. Et ici, je peux venir modifier les variables. Par exemple, je veux que mon image Docker, elle ait comme tag stable. Je apply. Ça vient se rajouter dans le YAML ici. Et ensuite, je peux pusher ça dans mon repo. Voilà, ça c'était l'expérience de marketplace et de création de pipeline. Je vous montre, sans rentrer dans le détail, rapidement la partie dashboard. Donc, je vais me mettre sur une organisation qui comporte un peu plus de projets, qui comporte 150 projets. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on apporte aussi un dashboard qui permet de scanner toutes les confs CI/CD de tous les projets de l'organisation. Et on vient remontrer des métriques de sécurité, de maintenabilité. En un coup d'œil, on voit comment nos projets sont composés. Est-ce que c'est du hard-codé? Est-ce que c'est des templates? On voit également tous les jobs qui sont dans notre CI/CD, les versions qu'on utilise sur les templates. Est-ce que nos projets sont compliant avec nos requirements en termes de CI/CD? Est-ce qu'ils font tous bien du lean, du test, du build dans cet exemple?
On a aussi des infos de sécurité qui remontent et la liste de tous nos runners qui permettent de lancer les jobs. Bon, je ne vous montre pas plus la plateforme. C'est juste si dans votre entreprise, vous avez déjà des templates de jobs, il vous suffit de venir les importer dans la plateforme sur r2devops.io pour bénéficier de cette expérience-là. Donc, en conclusion de tout ça, cette CI/CD industrialisée qui implémente tous les points clés qu'on a vus ensemble avant, elle permet de vraiment apporter une meilleure expérience en termes de création et de maintenance des pipelines. C'est plus de l'artisanat, c'est plus des bouts de script dans des coins, c'est quelque chose de beaucoup plus structuré, facile à comprendre, facile à mettre en place. Elle devient, et c'est aussi les feedbacks qu'on a de nos clients plus récents, alors pas celui où je vous ai montré toute l'expérience où on a tout créé, mais les clients chez lesquels on implémente aujourd'hui cette méthode, la CI/CD elle est vraiment devenue au service des équipes. C'est plus quelque chose de contraignant, qui ne marche jamais, qui est souvent bloquant et qui est obscur. On a une observabilité à l'échelle de l'équipe, on est capable de voir à l'échelle de l'entreprise, on est capable de voir tout ce qui tourne, où et comment. Mais on sait qu'il y a encore beaucoup de chemin. Il y a encore plein de points qui posent problème au quotidien. Typiquement, pouvoir être en mesure de tester facilement sa configuration CI/CD en local. Vous avez peut-être des solutions pour ça sur GitLab. Nous, on n'a pas trouvé encore de très efficace. On peut faire des choses, on peut bricoler des choses, mais on n'a rien trouvé de vraiment efficace. Le fait d'être bloqué à une plateforme aussi, on a vu qu'il y avait plein de plateformes. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de standards qui s'imposent sur les moteurs de CI/CD. Il y a plein de plateformes, il faut connaître la syntaxe. Et une fois qu'on développe des pipelines CI/CD pour une plateforme, on est bloqué. J'ai eu pas mal de retours dernièrement de clients qui étaient sur, alors je ne vais pas dire laquelle, mais qui étaient sur une des deux entre GitLab et GitHub, qui le pricing avait augmenté récemment, donc ils voulaient en partir et basculer sur l'autre. Et le seul point qui faisait qu'ils restaient sur la plateforme, c'est que tous leurs pipelines de CI/CD étaient spécifiquement développés pour celle-ci et ils ne pouvaient pas bouger. Ils n'avaient pas les moyens de redévelopper tous leurs pipelines. Donc on voit que c'est un lock-in, en fait, la conf CI/CD, et ça, c'est encore un problème. Et on aimerait arriver à fournir une expérience plateforme agnostique. Il y a aussi un souci encore sur le feedback, clair sur les devs, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, les jobs se lancent, ils sont success ou failed, mais on n'a pas encore partout une bonne remontée d'informations de qu'est-ce qui s'est passé, quels tests ont fonctionné, quels tests n'ont pas fonctionné. Il y a encore pas mal de chemins et de standardisation à mettre en place sur cet aspect-là. Bon, ce n'est pas une liste exhaustive, il y a encore beaucoup de chemins pour avoir vraiment une expérience CI/CD vraiment industrialisée. Et donc, pour conclure, on voit que la CI/CD, c'est quelque chose qui est vraiment en constante évolution. Ça nous a permis de passer de faire des tâches manuelles que plus personne n'avait envie de faire à des tâches qui s'exécutent automatiquement. Mais on n'est pas au bout de nos peines. Et il y a vraiment un décalage aujourd'hui entre la CI/CD, qui est très artisanale, et les outils pour lesquels on utilise la CI/CD, qui, eux, sont super évolués quand on fait du code. Et donc, il y a ce décalage-là, et il y a encore beaucoup de chemin à faire pour le combler. Et même si l'artisanat, on sait que c'est beau l'artisanat, on ne dit pas que c'est une mauvaise chose, mais aujourd'hui, dans les projets de dev, on a vraiment besoin d'avoir une CI/CD industrielle pour rester compétitif. C'est ce qu'on voit du marché. Donc, pour terminer, avant de passer aux questions, si le sujet vous intéresse, on a un channel Discord, donc discord.r2devops.io, où on parle de CI/CD, de DevOps. Et donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre pour en discuter. Et puis si vous voulez, rentrer en contact avec moi pour parler de tous ces sujets-là, vous avez mon Twitter, mon email, et vous pouvez même réserver un meeting avec ce QR code. Donc je vous remercie pour votre attention. On va avoir 5 minutes pour les questions. Levez les mains, on vous amène le micro. Bonjour, en fait j'ai une petite question par rapport aux pipelines. Est-ce qu'aujourd'hui on peut créer des dépendances entre les pipelines?
par exemple, en fait, partager le travail entre un pipeline pour le développeur, ensuite un pipeline pour, par exemple, l'infrastructure. C'est-à-dire, avant de lancer, par exemple, le déploiement, il faut vérifier en fait le statut de pipeline test unitaire et build. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est compliqué en fait d'avoir un seul pipeline et partager des variables d'environnement, par exemple le login et les passwords pour une base de données dans les mêmes pipelines. Donc, c'est comme ouvrir la porte pour récupérer toutes les informations sur les bases de données. Et donc, c'est un problème de sécurité finalement. Ouais. Est-ce que mon micro fonctionne? Ouais, c'est bon, vous m'entendez. Ok. Du coup, oui, effectivement, c'est une problématique. Donc, il y a les deux options, hein, comme tu dis, où on a un seul pipeline CI/CD complet et qui partage toutes les informations, les secrets, toutes ces informations-là qui peuvent être sensibles. Et si dans la partie CI, ça s'arrête, ben, ça arrête le pipeline. Ou alors, on a l'option que tu évoques, où il y a vraiment deux pipelines différents. Et là, on peut le faire avec GitLab. Enfin, techniquement, ça se met en place, où tu as un pipeline qui se lance pour faire d'abord la CI dans le projet de développement et qui, s'il se termine bien, va trigger un pipeline d'un autre projet qui, lui, est le projet qui permet de faire le déploiement. Ça, c'est techniquement, oui, si tu regardes dans la doc GitLab, trigger, et tu vas trouver ce qu'il faut. Oui, tout à l'heure, tu parlais en fait de single point of failure. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que durant l'accompagnement que vous faites avec vos clients, vous évoquez la possibilité en fait sur un poste d'utilisateur de déployer en prod sans passer par la CI, parce que par exemple là, hier GitLab pendant 2 heures était grosso modo down sur toute la partie pipeline et merge request. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait en termes d'accompagnement? Est-ce que c'est très difficile à faire? Je suppose que quand les pipelines sont assez costauds, côté CI/CD, reproduire ça côté poste de dev, c'est très complexe. Mais il y a peut-être des contextes en fait, dans lesquels il y a des entreprises qui ne peuvent pas se permettre de ne pas déployer en prod, notamment s'il y a un hotfix en fait, à faire passer qui bloque énormément de clients et qui a un impact pour l'entreprise financière qui est très important, quoi. Ouais, bah, c'est une question super intéressante. Nous, on n'a jamais eu de cas concret où on a mis ça en place. Mais clairement, tu as raison, il doit y avoir des domaines où on n'a pas le choix de faire ça, mais j'ai jamais eu d'expérience avec ça. Ok, ça roule, merci. Il va nous rester 2 minutes pour des questions. N'hésitez pas à vous lever, à secouer la main pour qu'on puisse vous voir. Je crois qu'on est bon. C'est tout bon? Ok. Merci.